Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation et le test de ce mini PC gamer équipé d'un Intel Core i5 12600K, d'une GeForce RTX 3080 Ti de chez Gainward et de 32 Go de RAM en DDR5, le tout monté dans un boîtier ITX, le NZXT H1. Il s'agit pour cette vidéo de la première version du boîtier qui n'est plus en vente et qui a été remplacé par un modèle un tout petit peu plus spacieux. Tous les liens ainsi que les références des composants seront disponibles dans la description de la vidéo. Tout d'abord, en ce qui concerne le boîtier, on a affaire à un boîtier dans le plus pur style de NZXT, vraiment sobre et compact, qui pourra se fondre sur n'importe quel bureau. De plus, ce petit H1 nous arrive avec une alimentation de 750 watts et un kit water cooling qui sont prémontés et surtout pré-câblés, ce qui facilitera grandement la mise en place des autres composants. Pour le choix de la carte graphique, nous avons opté pour un modèle Phoenix Gainward 3080 Ti, seul modèle à pouvoir rentrer dans la première version du NZXT H1. La 3080 Ti embarque 12 Go de mémoire vidéo de nouvelle génération GDDR6X et bénéficie de fréquences de fonctionnement élevées et d'un système de refroidissement amélioré. La GeForce RTX 3080 Ti se positionne entre la 3080 et la 3090. Elle peut également être considérée comme la remplaçante de la GeForce RTX 2080 Ti. Vous cherchez une expérience jeu vidéo 4K avec Ray Tracing? La RTX 3080 Ti est faite pour vous. Nous retrouvons une carte graphique gaming haut de gamme, prenant en charge les dernières avancées technologiques. Cela va d'une prise en charge matérielle du Ray Tracing au support du DLSS en passant par le réflexe. Avant d'évoquer les performances en jeu de la RTX 3080 Ti, abordons les questions de consommation et de température. La 3080 Ti est la plus gourmande de la gamme et se place au niveau de la RTX 3090. Lors de nos tests, nous relevons une consommation moyenne de 360 watts avec des pointes à 370 watts. Il faut donc un bloc d'alimentation en conséquence qui sort au minimum 750 watts. Cela étant dit, l'efficacité énergétique reste très bonne étant donné le niveau de performance atteint. Côté température, on se situe dans la moyenne haute des GPU haut de gamme, avec une puce qui montera au maximum à 82 degrés. La RTX 3080 Ti Phoenix bénéficie d'un refroidissement semi-passif, autrement dit les 3 ventilateurs de son système de refroidissement s'arrêtent complètement lorsque la carte est au repos. Conséquence directe, la carte graphique est virtuellement inaudible dans ces conditions. Avec les processeurs Alder Lake, Intel adopte une nouvelle technologie hybride basée sur deux types de cœurs différents assemblés au sein d'une même puce, les Performance Core et les Efficient Core. Avec plus de cœurs et plus de puissance, les processeurs Intel de 12e génération sont prêts pour les jeux nouvelle génération, les cartes graphiques PCI Express 5.0 ou encore la RAM en DDR5. Le i5 12600K se dote de 6 cœurs haute performance Golden Cove et de 4 cœurs à haute efficacité énergétique. Les P-Core sont à une fréquence boost maximale allant jusqu'à 4,9 GHz sur 1 à 2 cœurs et 4,5 GHz lorsque tous les cœurs sont actifs. Les E-Core sont à 3,6 GHz sur 1 à 4 cœurs et jusqu'à 3,4 GHz lorsque tous les cœurs sont en charge. Au niveau de la consommation, seul de ce processeur, nous relevons 114 watts. Ce qui est intéressant, c'est qu'il consomme légèrement moins que le 11600K pour des performances qui sont nettement supérieures. Par ailleurs, et à l'inverse des modèles plus haut de gamme de la série, ce i5 12e génération est très facile à refroidir. Question performance, sur nos tests, ce i5 12600K rivalise dans les jeux avec le i9 11900K. En effet, il n'est pas rare de le voir juste derrière son grand frère, le i9 12900K. Pour ce test, nous avons opté pour de la mémoire DDR5 qui se révèle être efficace en jeu par rapport à la DDR4, malgré des temps de latence très élevés comme nous le verrons dans notre comparatif entre ces deux types de mémoire en fin de vidéo. Venons à ce qui nous intéresse le plus, les performances en jeu de la RTX 3080 Ti. Si la RTX 3080 visait les 60 fps en 4K, la RTX 3080 Ti tente globalement d'atteindre les 100 fps dans la même définition. L'écart de performance par rapport à la 3080 est assez significatif mais va beaucoup varier en fonction des jeux. Sur les jeux que nous avons testés avec la RTX 3080 Ti, les écarts de performance avec la 3080 varient de 5 à 20%. Un titre très dépendant du CPU comme Flight Simulator va par exemple peu profiter du gain offert par la 3080 Ti.
A l'inverse, des jeux comme Red Dead Redemption 2 vont dépasser les 60 fps en 4K et largement creuser l'écart avec la 3080. Le gain de performance avec la carte de génération précédente, la RTX 2080 Ti, peut monter jusqu'à 70%. La GeForce RTX 3080 Ti confirme donc son statut de carte ultra performante pour jouer en 4K. Mais ce n'est pas vraiment une surprise. Elle est finalement très proche en jeu de ce que délivre la RTX 3090 pour moins cher, qui est avant tout une carte pensée pour les stations de travail et le rendu plus que les jeux. Pour tirer pleinement parti, il faut l'associer à un écran capable de sortir de l'Ultra HD à plus de 60 Hz. Passons au dernier sujet qui concerne la RAM, la Random Access Memory, et ce qu'on en appelle communément de la mémoire vive. Elle a pour mission de stocker provisoirement des données afin que le processeur y accède plus rapidement, et ce, sans pour autant les sauvegarder sur le disque dur. Elle apporte donc un soutien important au processeur. Il y a principalement 3 critères importants pour juger de l'efficacité de la RAM. Premièrement, la quantité. Deuxièmement, la fréquence. Il s'agit de la rapidité de traitement de l'information par la barrette. Et les timings, la latence. Il s'agit du temps d'accès du processeur aux données stockées sur la RAM. Ici, plus le temps de latence est bas, mieux c'est. En ce qui concerne la DDR5, les performances sont largement supérieures à celles de la DDR4. Premièrement, en termes de débit de données, de 3200 à 8400 Mbps pour de la DDR5 contre 1600 à 3200 Mbps pour de la DDR4. Mais également en termes de capacité qui est tout simplement quadruplée. En effet, le maximum en DDR4 est de 16 Go par puce, soit 32 Go par barrette. Avec la DDR5, on pourra proposer des barrettes de 128 Go. Enfin, concernant la latence, les premières générations de barrettes DDR5 affichent des temps de latence beaucoup plus élevés que la DDR4. Mais cet écart devrait se réduire au fil du temps avec l'amélioration des process de fabrication. Au final, les barrettes les plus performantes sont donc celles qui ont à la fois une fréquence élevée et un casse latency le plus bas possible. Je vous laisse profiter de la suite de ce benchmark et on se retrouve en fin de vidéo pour conclure sur cette configuration. L'étreinte. De toute ma vie, je ne suis jamais allée au-delà de cette vallée. L'éclosion va changer tout ça. 2 jours. 2 jours. Right behind you. Come on. Maybe I was wrong about him having to deal with Copeland. No, Leon's been fencing shit to Copeland for a long time.
se battent sur l'objectif Delta 1. On a perdu un de nos objectifs. Des ennemis attaquent un de nos objectifs. Le secteur Alpha est maintenant sécurisé. Secteur 2 a été pris par l'ennemi. Les Russes ont pris le contrôle de la plupart des secteurs. J'ai balancé une grenade. Hostile neutralisé. Secteur Alpha sous contrôle. Le gaz est en train de se déplacer.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos.